Salut à tous, c'est Brice pour la chaîne Une Bolée d'air et aujourd'hui on va faire une vidéo que ça fait également longtemps que je veux faire, qui est une vidéo sur les équivalences entre les tailles de capteurs. Alors voilà, c'est un débat, c'est un sempiternel débat entre équivalence plein format, micro 4 tiers par exemple, hein, et donc je vais vraiment essayer de faire une vidéo explicite où je vais vraiment tout expliquer d'où je pars, où je veux arriver et comment j'y arrive avec des exemples concrets. Donc voilà, c'est quelque chose qui est complexe, c'est pas du tout évident, c'est pas du tout direct, c'est pour ça qu'il y a autant de débats, autant de contradictions sur les forums, sur les groupes, sur les commentaires de vidéos, etc. Et pour vous dire à quel point c'est complexe, hein, moi j'ai refait plein de recherches évidemment pour cette vidéo-là, j'ai mieux compris certaines choses que je comprenais mal par le passé, et pour vous dire à quel point j'ai galéré, c'est que j'avais déjà fait toute une série de rush, hein, toute une série de vidéos pour cette vidéo-là, en fait, que vous êtes en train de voir. Il y avait à peu près 1 heure de rush, hein, et au montage, hein, au bout de la moitié à peu près, je me suis rendu compte qu'il y avait trop d'imprécisions, que j'étais pas assez clair, pas assez carré dans mes explications, et donc je refais tout à zéro pour vraiment essayer de faire que ce soit moins source à engueulade possible et que tout le monde ressorte de cette vidéo d'accord sur les choses et que ça parte pas dans des débats stériles. Donc voilà, donc sur ces équivalences entre différentes tailles de capteurs, il existe déjà énormément d'articles, hein, de blogs, sur des sites spécialisés de la photo, et également des vidéos, hein, qui sont, il y en a des très très bien faites. À ce sujet, je vous conseille la vidéo de Julien Roy, que je vous mets, elle apparaît là-haut, hop, en fiche, hein, si je dis pas de bêtises à ce niveau-là. Voilà, elle est excellente, hein, je trouve, c'est vraiment très bien expliqué. C'est une vidéo en français qui est vraiment bien expliquée, qui va vraiment au fond des choses. Par contre, voilà, il y a un truc que je lui reproche, et c'est ce que je reproche dans l'ensemble à tous les articles, toutes ces vidéos, c'est qu'il n'y a pas d'exemple concret. Et pour moi, voilà, la théorie, hein, c'est toujours très bien joli, même si la théorie, évidemment, normalement doit se confirmer, mais entre la théorie et la pratique, voilà, il y a quand même des fois un gouffre, et je préfère toujours illustrer les choses, hein, vous le savez, vous montrer qu'est-ce qui se passe en pratique, hein, que ce soit dans mes tests ou quand j'essaie de vous expliquer un truc. Et donc ici, je vais vraiment vous illustrer systématiquement tout ce que je vous dis, avec deux boîtiers qui donc va être d'un côté mon Canon EOS R6 couplé, donc un plein format, Canon EOS R6 couplé au 1535 f2.8 de chez Canon, et à côté de ça, je vais le comparer à mon Olympus EM1 Mark III couplé au Panasonic Leica 1025 f1.7. On va voir après pour les équivalences. Et donc voilà, ça va être cette comparaison-là entre ces deux boîtiers. Le gros avantage, c'est que les deux font 20 mégapixels à une vache près, hein, 20,4 sur le M1 Mark III et 20, je sais plus combien sur le R6. Donc voilà, c'est pareil en termes de mégapixels. Comme ça, on compare à mégapixels équivalents. Et en plus de ça, c'est des boîtiers qui sont quand même de même génération, même si on peut arguer que le M1 Mark III, voilà, est un peu une reprise, et beaucoup une reprise de le M1 Mark II, hein, très clairement. Et c'était un mauvais signe de santé de la part de Olympus, très clairement, mais au niveau technologie, etc., on est quand même sur des choses équivalentes et on n'est pas sur des boîtiers qui ont 10 ans d'écart ou 15 ans d'écart et on ne peut pas comparer les choses. Là, vraiment, c'est des boîtiers sortis tous les deux en soit 2019, soit 2020, et donc voilà, donc on peut tout à fait les comparer. J'ai fait tomber le pull parce que ça va être costaud. Si je parle vraiment plein format versus micro 4 tiers, je vous rappelle, en fait, le capteur micro 4 tiers, hein, va avoir un capteur 4 fois plus petit en surface qu'un capteur plein format, d'accord? On peut mettre grosso modo 4 capteurs de micro 4 tiers dans un plein format, sachant qu'on va avoir juste une différence au niveau du ratio. Le micro 4 tiers, comme son nom l'indique, est en 4 tiers, alors que le plein format est en 3,5. Donc vous allez voir sur les photos, hein, vous verrez cette différence de ratio, mais c'est pas grave. En tout cas, généralement, sur l'aspect général de la surface, on est bien sur quelque chose de 4 fois plus petit. Cette idée de comparaison, hein, elle va être, moi je vais vraiment la dérouler autour de 3 grandes questions, hein, qui pour moi sont primordiales, avec la toute première qui est vraiment celle qui m'a fait pousser à la base à vouloir faire cette vidéo. C'est des choses que j'ai pu lire sur les forums ou dans des commentaires et qui me rend assez fou. C'est des gens qui disent que en se mettant un réglage tout à fait équivalent pour la même scène, la même chose qu'on veut photographier en se mettant au même endroit, je vais vous expliciter ça juste après, mais voilà, si on se met exactement dans le même réglage, pour eux, on aurait une photo 2 ou 4 fois mieux exposée, 4 fois plus exposée sur du plein format que sur du micro 4 tiers. Donc voilà, donc là je vous invite, hein, pour cette question et les deux à suivre, à la limite mettre sur pause, posez-vous la question à vous-même, peut-être noter la réponse sur un bout de papier pour voir à la fin de la vidéo si du coup vous aviez ça en tête ou pas, si vous étiez peut-être influencé un peu, vous avez des préjugés peut-être un peu avec les légendes urbaines qu'on peut entendre et voilà, toutes les choses qu'on peut entendre un peu partout. Donc voilà, la première question, c'est il y en a qui me disent ok, je me mets exactement au même endroit, je bouge pas mon trépied, j'ai le même sujet, du coup pour avoir le même cadre, je me mets à distance focale équivalente,
équivalentes. On va en parler après, c'est très important. Et je me mets dans les mêmes valeurs du triangle d'exposition, à savoir même valeur d'ISO, même shutter speed, même temps de pause, même valeur d'ouverture F, même valeur F4 par exemple sur mes deux objectifs. Et là, il y en a qui me disent, beaucoup de personnes qui disent, hein, peut-être 50% des personnes, j'ai l'impression, hein, quand j'ai les commentaires, qui me disent que la photo sera 4 fois plus exposée sur le plein format que sur le micro 4 tiers. Donc voilà, demandez-vous si vous pensez que c'est ça ou pas. Et voilà, notez-le vous et on va voir après dans la vidéo ce qu'il en est. Donc ça, c'était la première question. La deuxième question, ça va être, après l'exposition, ça va être tout ce qui est flou d'arrière-plan, tout ce qui est quantité de flou d'arrière-plan. Ça, c'est quelque chose qui est quand même plutôt bien admis, où il n'y a pas trop de débat là-dessus, à part peut-être sur la quantité. Et encore, j'ai vu des commentaires hein, qui du coup, m'ont fait dire qu'il fallait vraiment que j'explicite ça. Du coup, voilà, pour vous, je me mets exactement pareil, même endroit, distance focale équivalente, on va en parler après, même valeur du triangle d'exposition, tout pareil, même scène, même sujet, etc. Pour vous, est-ce que je vais avoir voilà, plus de flou d'arrière-plan sur le plein format que sur le micro 4 tiers? En général, ça c'est assez admis, mais à quel point? Est-ce qu'on va avoir 2 fois plus de flou d'arrière-plan ou est-ce qu'on va en avoir 4 fois plus? Donc voilà, ça c'est quelque chose, on va répondre très concrètement avec les exemples, je vais vous montrer tout ça. Et la troisième question, hein, ça va être, ok, on a vu l'aspect exposition, on a vu l'aspect quantité de flou d'arrière-plan. Du coup, la troisième question, c'est un peu très naïvement et très grossièrement, me dire, bah ok, suite à ce qu'on va voir là sur ces deux questions, quand on aura répondu à ces deux questions, quel est en fait l'intérêt entre guillemets de payer plus cher et s'encombrer plus pour aller sur du plein format plutôt que sur du micro 4 tiers. Alors je schématise très grossièrement et je vous ferai une conclusion bien plus précise que ça. Commencez pas à vous énerver dans les commentaires, attendez de voir la vidéo avant de vous énerver. C'est très grossier, c'est schématisé, fait exprès hein, pour un peu grossir le trait, mais vous pouvez, je vous invite à aller retourner voir ma précédente vidéo où je faisais la comparaison du plein format par rapport au micro 4 tiers au niveau de tout ce qui était encombrement, poids et taille et prix. Et donc vous avez vu que pour l'exemple que je vous ai donné, hein, pour mes exemples concrets Olympus versus Canon pour mes séries d'objectifs à moi qui m'intéressaient, évidemment que le Canon était beaucoup plus lourd et beaucoup plus cher que le micro 4 tiers. C'est un des avantages principaux du micro 4 tiers, c'est son encombrement, son faible poids pour aller sur le terrain et le fait qu'il soit globalement moins cher, même si ça c'est un peu à débat et je ferai une autre vidéo là-dessus parce que du coup j'ai eu beaucoup de commentaires sur la précédente vidéo et avec beaucoup de gens qui me disaient qu'ils ne comprenaient pas pourquoi le micro 4 tiers, je disais qu'il allait mourir et je vous explique, je vous montrerai que selon les cas de figure, hein, le plein format peut être moins cher que le micro 4 tiers. Hein. Donc voilà, ça sera une autre vidéo, ça je ne vais pas en débattre maintenant, commencez pas à vous énerver dans les commentaires non plus, on verra ça dans une prochaine vidéo plus tard. En tout cas voilà, là j'ai fait mes trois questions c'est ok, exposition qu'est-ce que ça donne, flux d'arrière-plan qu'est-ce que ça donne, pourquoi partir sur un plein format, quel est en fait l'avantage du plein format, pourquoi payer pour un capteur plus gros. Voilà, c'est ça mes trois questions et donc on va attaquer, on va répondre à ces questions avec des exemples concrets. Là je vous montre le setup hein, qui me permet de répondre à ces questions. Donc je suis en fait dans mon bureau comme là quand je suis en train de vous parler, j'ai mes deux softbox qui du coup au lieu de m'éclairer moi vont éclairer ma table et mes sujets. Donc mes sujets vous voyez en fait c'est trois figurines hein, avec du coup une première figurine au premier plan sur laquelle va être faite la mise au point. Donc la mise au point pour être très précis hein, je vous dis elle est faite au niveau de la jonction entre les feuilles de l'ananas et l'ananas avec le collimateur le plus petit possible que ce soit sur le M1 Mark III ou le Canon EOS R6. Derrière ça j'ai une première figurine qui est donc peut-être à je sais pas 30 cm à peu près derrière elle, quelque chose comme ça, et une autre figurine encore derrière cette deuxième figurine, donc une troisième figurine qui est encore 30 cm derrière la deuxième, à peu près, hein, j'essaie de faire que ce soit à peu près équidistant, pour du coup vraiment vous avoir différents plans et que vous puissiez bien voir le flou d'arrière-plan, que vous puissiez bien voir quand je vais faire les comparaisons. Je me mettrai en manuel et je vous dirai à chaque fois, alors quand c'est pertinent, je vous expliciterai dans la vidéo, je vous mettrai sur les photos les valeurs EXIF, donc savoir à quelle ouverture en particulier je suis, et donc ça, je vous l'expliciterai, mais par contre, si vous voulez aller voir après toutes les photos que je vais vous montrer dans cette vidéo, vous aurez tout qui va être disponible dans la galerie photo Google Photos que je vous mets le lien en bas en description. Et dedans, je vous rappelle, vous pouvez aller directement voir les photos en grand écran en HD. Vous pouvez aller voir les EXIF en cliquant sur le petit i du coup en haut à droite. Donc pour vous, c'est là pour du coup voir l'ensemble des données EXIF. Et vous pouvez télécharger ces photos sur votre ordi, les comparer directement dans votre logiciel préféré de photos. Je vous mets que les JPEG, hein, parce qu'on n'a pas besoin de mettre les RAW. Hein. L'idée, c'est pas de comparer les couleurs, etc. L'idée, c'est de comparer les trois choses que je vous ai dit. Hein. C'est dans mon bureau, mais c'est contrôlé. C'est-à-dire que j'ai fermé complètement les volets qui là sont à ma gauche et j'ai fermé ma porte de l'autre côté. Donc j'ai aucune autre source de lumière. Hein.
quand je n'ai pas les softbox allumés, je suis dans le noir complet. Donc il n'y a pas de différence entre mes deux boîtiers d'un moment à un autre, sachant que mes deux boîtiers, hein, je fais donc les photos avec un puis avec l'autre, du coup les échangeant, hein, le trépied reste exactement au même endroit, mes figurines ne bougent pas, je reste vraiment au même endroit pour avoir exactement la prise de vue au même endroit. Donc là on parle vraiment d'un point clé à mon avis, hein, pour toute la suite du débat et qui à mon avis est la source principale de débat, d'incompréhension, d'engueulade, hein, sur les forums, etc. C'est de quoi on parle. Donc vous savez, hein, quand on compare des boîtiers, et en particulier de différentes tailles de capteurs, on va parler en distance focale équivalente, hein, c'est quelque chose qui est connu. Donc moi par exemple, je vous ai dit tout à l'heure, hein, que j'avais un 15-35 f2.8 sur mon Canon, donc c'est le cas, donc voilà, c'est pour du plein format, c'est ça. Et à côté de ça, je vous ai dit, sur mon micro 4 tiers, je vais utiliser l'objectif 10-25 de chez Panasonic Leica, et 10-25 mm en micro 4 tiers, si je le convertis, si je fais l'équivalence en plein format pour avoir le même champ de vision, ça va devenir un 20-50, ok? Donc en fait, le facteur de conversion pour avoir l'équivalence, c'est x2, d'accord? On multiplie par 2 ce qu'on a sur le micro 4 tiers pour avoir l'équivalence en plein format. Et du coup, donc ça, hein, c'est déjà, j'étais surpris, j'ai déjà eu un commentaire sur un des groupes Facebook suite à ma précédente vidéo où j'expliquais ça, où je disais juste ça comme ça, hein, à la volée, et la personne disait, ouais, j'aime pas quand les gens disent ça, j'aime pas cette approximation, cette erreur. Non, non, quand on se met à, alors je vais prendre du coup mon cas précis pour vous l'illustrer. Non, si je me mets à 35 mm sur du plein format, si je me mets à 17,5 mm sur des micro 4 tiers, au même endroit en bougeant pas, non, je vais pas avoir le même flux d'arrière-plan, ça on est tout à fait d'accord, on va le voir après, et il me dit, non, on va pas avoir les mêmes perspectives. Alors là par contre je suis pas du tout d'accord, on a clairement les mêmes perspectives, c'est justement pour ça qu'on fait ces équivalences, hein, c'est pour avoir les mêmes perspectives. Je vous illustre là, hein, voilà ce que ça donne du coup, évidemment si je me mets à seulement 17 mm et demi sur mon plein format, par rapport à si je me mets à 17 mm et demi sur mon micro 4 tiers en restant exactement au même endroit, et du coup pour avoir l'équivalence sur le plein format, évidemment qu'il faut que je monte à x2, donc à 35 mm sur le plein format, pour avoir les choses, pour avoir le même cadre, pour avoir la même photo, d'accord, pour avoir le même extrait de réalité. Ça vraiment, pour moi c'est absolument prépondérant, c'est vraiment, si là-dessus on n'est pas d'accord, si sur ce point de départ, cette base, on n'est pas d'accord, tout le reste évidemment va être faux parce qu'on va plus être sur les mêmes du coup focales, et du coup évidemment tout ce qui est flou d'arrière-plan, etc. va changer. Et je sais qu'il y en a qui ont cette logique et qu'il y en a qui en fait quand ils font toutes les comparaisons, toutes les équivalences, disent mais non, moi je suis à 15 mm sur mon micro 4 tiers, je me mets également à 15 mm sur mon plein format, et du coup ce que je fais en fait c'est que je prends mon plein format et je m'avance 2 fois plus par rapport à mon sujet pour avoir du coup le même cadre et comparer à ce moment-là. Et pour moi ça n'a aucun sens, pour moi ça n'a clairement aucun sens ça, et donc toute cette vidéo ne partira pas de ce principe-là, toute cette vidéo va partir du principe que je me place, comme je vous ai dit, sur un trépied qui bouge pas, avec un sujet qui reste au même endroit, parce que pour moi, et posez-vous la question, je vous la pose tout de suite, pour vous c'est quoi une photo? Voilà. Qu'est-ce que c'est une photo? La caractéristique intrinsèque d'une photo, qu'est-ce qui fait une photo? Qu'est-ce qui est à la base d'une photo? Donc, je vous laisse réfléchir quelques instants et je vous donne ma réponse. J'ai déjà pu vous la donner, hein, par exemple, dans ma série de vidéos sur choisir son boîtier photo. Pour moi, le plus important, avant toute chose, une photo, une vidéo, c'est un cadre. C'est le fait de sélectionner, d'extraire un bout de réalité qu'on veut montrer par rapport à toute la réalité qu'on a autour de nous. Là, typiquement, vous voyez, je me filme et donc je vous montre un cadre. Vous voyez, là, je vous montre que ça de ma réalité. Mais moi, en vrai, à 360 degrés autour de moi, il y a beaucoup plus de choses que ça. Moi, je vois plein de choses. Mais moi, je décide de venir prendre cet extrait-là de la réalité et de vous montrer que ça, et de vous montrer avec une distance focale donnée. Je joue sur ma distance focale, mon boîtier à un endroit, et je vais pouvoir zoomer et dézoomer pour vous donner plus ou moins de cette réalité, vous montrer ce que je veux vous montrer. Donc pour moi, c'est vraiment ça la caractéristique intrinsèque d'une photo, d'une vidéo, avant on disait, on peut encore dire, une photo c'est quoi? C'est un instantané, c'est-à-dire qu'on va capturer un moment donné de notre réalité, et plus que ça, on va capturer un moment donné à un endroit donné avec un cadre donné. Et pour moi, c'est vraiment ça. Moi, je suis photographe, je suis à un endroit donné qui en plus peut-être est complètement contraignant et peut-être je suis au bord d'un précipice et je peux pas me reculer, je peux pas m'avancer. Donc, je suis forcément à un endroit donné et je veux pouvoir, avec mon micro 4 tiers ou avec mon plein format, avoir exactement le même cadre fidèle, le même rendu final de photo et pas avoir à recadrer pour avoir la même chose. On est d'accord? Je vais pas me mettre, si je suis à 15 mm sur mon, ou à 17 mm et demi sur mon micro 4 tiers, si je prends mon plein
plein format et que je veux faire la même photo, je vais pas essayer d'aller 2 fois plus près de mon sujet. Si c'est, je sais pas, une cascade à 800 mètres, je vais pas faire 800 mètres, surtout si c'est dans le vide, d'accord? Et du coup, d'autres disent, ouais, mais du coup, non, ok, quand c'est comme ça, il n'y a pas de souci, tu fais ta photo à 17 mm et demi sur ton plein format et tu recropes dedans. Mais non, je vais pas recropper dedans. J'ai pas un capteur de 20 millions de pixels sur mon R6 pour au final en avoir plus que, en fait, 5 millions de pixels pour avoir recroppé 2 fois. 2 fois en longueur, 2 fois en longueur, 2 fois en largeur, ça fait recropper, ça fait 4 fois moins, donc de 20 millions de pixels, je passe à 5 millions de pixels. Ça n'a aucun sens pour moi, ça n'a strictement aucun sens. Pour moi, une photo, c'est être à un endroit donné, être un photographe, c'est être à un endroit donné, à un moment donné, choisir un cadre donné, appuyer sur clic à cet endroit donné là, à ce moment donné là. Voilà, pour moi, c'est ça une photo, et je pars de là, je me mets au même endroit pour faire ma photo entre les deux, pour les comparer, sinon pour moi ça n'a aucun sens. Donc si vous n'êtes pas d'accord avec ça, si vous trouvez que mon explication est débile, c'est votre droit, mais évidemment que tout ce que je veux dire par la suite n'est pas bon, et évidemment que du coup votre raisonnement et votre argumentation va être complètement différent de ce que moi je vais vous dire. Moi, partout dans cette vidéo, et pour toutes les équivalences que je fais, pour tout le temps quand je parle en général, et c'est quelque chose, Sylvain Lepoul, je sais, avait eu un problème aussi quand il avait parlé à PSC, c'est que lui il partait de cette logique-là, c'est-à-dire je suis à un endroit donné, je reste à cet endroit donné et je veux faire la même photo, le même cadre avec mes deux boîtiers différents. Et d'autres lui disaient, mais non, du coup, il faut soit cropper, soit se rapprocher, là. Moi, non, c'est pas le cas. Je vais rester au même endroit. Tout ce que je vous montre, c'est évidemment sur trépied qui ne bouge pas et on garde le même endroit donné. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous et que tout le monde est d'accord avec ça pour la suite de la vidéo. Sinon, de toute façon, la reste sera pas, voilà, ça sera pas négociable, ça sera pas débattable, tout va être faussé. Donc, je me mets au même endroit. Donc voilà, ça c'était pour la distance focale équivalente. Je vous rappelle, le facteur multiplicatif, c'est un facteur 2. C'est-à-dire que si j'ai, par exemple, 17,5 sur mon micro 4 tiers, je multiplie par 2 pour avoir mon équivalent sur le plein format. Un 17,5 sur micro 4 tiers équivaut à un 35 mm sur un plein format. Voilà, ça c'est acquis, hein, tout le monde est d'accord là-dessus. Normalement, voilà, ça c'est fait. Donc partant de là, on va essayer maintenant de répondre à la première question. Donc je me mets les deux à distance focale équivalente, à 35 mm, et je vais mettre les deux ici, donc je vais vous montrer une photo à f4, d'accord? Donc pour vous dire, hein, je suis à 1 160e de seconde, je suis à ISO 400 et f4, d'accord? Donc dans les deux cas. Si je vous les montre côte à côte, hein, vous voyez que, bah ok, on a le même cadre, hein, vu qu'on est à distance focale équivalente, et vous voyez quand même, vous devez constater que, en fait, niveau exposition, est-ce que vous trouvez qu'il y en a une qui est 2 fois plus exposée que l'autre? J'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression du tout, hein, très clairement. Évidemment, on va peut-être avoir des petits changements d'exposition micro-mini parce que les ISO, c'est pas quelque chose de normalisé, propre et chaque constructeur fait un peu sa sauce. Il y a peut-être une petite différence à ce niveau-là, mais on n'est pas sur du 2 fois ou 4 fois plus exposé sur le plein format que sur le micro 4 tiers. Je vous montre là ce que ça donne, hein, du 2 fois plus exposé sur plein format. Donc du coup, je me mets à f2.8. Vous voyez que de suite, on voit la différence, hein. Il faut que moi aussi, du coup, je me mette à f2.8 sur le micro 4 tiers pour avoir la même quantité de lumière qui rentre, d'accord? La première réponse à la première question, c'est si je me mets dans les mêmes conditions, même endroit, distance focale équivalente, même ISO, même shutter speed, même valeur d'ouverture F sur mon objectif, je suis, que ce soit en micro 4 tiers en plein format, sur la même exposition. Et on va le voir après, en fait, les ISO sont construits pour ça. Je reviendrai dans la question numéro 3. Du coup, vous avez vu, voilà, ça j'espère que c'est très clair pour vous. Hein, là, je vous l'ai montré, je vous l'ai prouvé. Non, vous n'allez pas avoir une photo 4 fois plus exposée ou 2 fois plus exposée en ayant du plein format avec du micro 4 tiers. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, ce que vous pouvez voir, si je vous remonte la première photo, donc je vous les réaffiche côte à côte, donc à f4, hein, donc 1 160e de seconde, ISO 400, f4. Et là, vous voyez que j'ai quand même, niveau quantité de flou d'arrière-plan, là par contre, vous pouvez voir que c'est vraiment pas du tout la même chose. Hein. Autant d'un côté, sur le plein format, on a limite l'oreille, hein, arrière de Stitch qui commence à être un peu flou, autant sur le micro 4 tiers, c'est pas le cas. Hein. L'oreille, elle est bien nette, et même la figurine au deuxième plan, on la voit quand même pas trop mal, quoi. Donc là, vous voyez qu'on a bien une différence, hein, évidemment, de profondeur de champ, on a bien une différence de bokeh entre les deux, hein, c'est quelque chose de connu, c'est quelque chose pourquoi souvent les gens partent sur un plus grand capteur pour se créer plus facilement du bokeh. Du coup, moi, ce que je vous disais, hein, c'est que je voulais répondre à quelle quantité de flou en plus on a. Est-ce que c'est 2 fois plus ou pas? Donc, vous savez, hein, la quantité de flou d'arrière-plan, ça va être directement lié à l'ouverture du diaphragme, hein, de notre objectif. Et donc là encore, il va falloir faire très attention à ce qu'on dit parce que je sais que c'est pas clair pour certaines personnes. Donc, quand je vous dis 2 fois plus, c'est ce que je vous ai fait tout à l'heure, juste avant, sur l'exposition. C'est-à-dire que quand je vous ai dit, je vous mets 2 fois plus de lumière, je suis passé de f4 à f2.8. Et pas à f2.
d'accord? Sur les valeurs d'ouverture, sur les valeurs F, d'accord? On n'est pas proportionnel, c'est pas comme les valeurs d'ISO, quand on est à ISO 400, on est 2 fois plus exposé qu'à ISO 200. C'est pas comme le shutter speed où si je suis à 1/80e de seconde, je suis 2 fois plus exposé qu'à 1/160e de seconde, d'accord? Ça, c'est pas le cas. Pour l'ouverture, vous savez, c'est un ratio, hein, je vous invite à aller voir tous les milliards d'articles qui existent sur l'ouverture, comment la calculer, mais du coup, on n'est pas directement, hein, c'est pas du x2. Et donc c'est ça, je me suis battu avec quelqu'un dans un commentaire de ma précédente vidéo, c'est juste ça que je voulais lui dire, que non, on ne peut pas dire que je double mon ouverture en passant de F8 à F4. En passant de F8 à F4, on quadruple notre ouverture, d'accord? Donc là, je vous montre, donc je suis à F4 sur les deux, hein, c'était la première photo. Si du coup, je double mon ouverture et donc je double ma quantité de flou d'arrière-plan sur le micro 4 tiers seulement, donc je passe à F2.8 sur le micro 4 tiers, vous voyez que là, bah, effectivement, j'ai plus de flou d'arrière-plan, j'ai 2 fois plus de flou d'arrière-plan, grosso modo, mais je n'ai toujours pas autant de flou d'arrière-plan que sur le plein format. Pour pouvoir avoir autant de flou d'arrière-plan, je vais être obligé de encore ouvrir 2 fois plus, ouvrir optiquement mon diaphragme 2 fois de plus, et pour ça, il va falloir que je refasse rentrer 2 fois plus de lumière, et donc je vais passer de F2.8 à F2, d'accord? De F2.8 à F2, je refais rentrer 2 fois plus de lumière. Et là, vous voyez que du coup, bah oui, j'ai la même quantité de flou d'arrière-plan, ça y est, je suis sur la même quantité de flou d'arrière-plan. C'est juste ça que je veux dire, c'est en fait, j'ouvre 4 fois plus. Alors oui, sur mes valeurs de F, ça revient au facteur multiplicatif 2, ce qui nous arrange bien parce que c'est plus pratique. Et donc oui, effectivement, pour avoir l'équivalence entre plein format et micro 4 tiers, pour avoir la même quantité de flou d'arrière-plan sur un micro 4 tiers sur un plein format, il va falloir que je prenne ma valeur d'ouverture de mon plein format et que ma valeur F d'ouverture de mon plein format et que je la divise par 2 pour avoir la valeur d'ouverture F à rentrer dans mes micro 4 tiers pour avoir la même quantité de flou d'arrière-plan. Donc là, je vous reprends l'exemple. À F4 sur du plein format, pour avoir la même quantité de flou d'arrière-plan, il faut que je me mette à F2 sur du micro 4 tiers. Ok? Ça, c'est clair maintenant. On a vu, ok, bah ça, c'est quelque chose qui est connu. Effectivement, c'est beaucoup plus facile d'avoir du flou d'arrière-plan avec du plein format, avec du micro 4 tiers. Et c'est probablement une des raisons principales qui fait que les gens soient aussi intéressés par le plein format. C'est parce que oui, on va pouvoir mieux isoler son sujet. En particulier pour du portrait, bah, ça va être beaucoup plus facile d'isoler son sujet, même si évidemment, on peut se reculer, utiliser une focale plus importante, on peut éloigner son sujet de l'arrière-plan. Voilà, il y a plein de techniques pour créer du bokeh, pour créer du flou d'arrière-plan. Mais si on se met exactement dans les mêmes conditions, exactement au même endroit, avec les distances focales équivalentes, oui, le plein format va créer 4 fois plus de flou d'arrière-plan que le micro 4 tiers. C'est optique, c'est physique, vous ne pouvez rien y faire, c'est comme ça. Donc voilà, ça c'est dit. Et maintenant, reste la troisième question. Vous avez vu, hein, je vous ai montré, bah ok, au final, effectivement, c'est intéressant pour ceux qui voudraient partir sur du plein format, mettre plus cher, s'encombrer plus en allant sur du plein format. Vous aurez bien plus de bokeh, ça c'est clair. Et, mais du coup, vous vous dites, mais pourtant, je comprends pas. Il m'a montré que, punaise, je me mets sur les mêmes caractéristiques, les mêmes valeurs, hein, les mêmes valeurs du triangle d'exposition. Et au final, bah effectivement, j'ai la même exposition. Du coup, je comprends pas pourquoi tout le monde dit, bah plus on a un capteur grand, à même quantité de mégapixels, plus on va avoir des photosites gros, on va pouvoir bien exposer des basses lumières sans bruiter. Et là justement, eh ben, le truc c'est qu'en fait les ISO sont construits pour nous feinter. En fait les ISO, il faut comprendre que c'est une norme qui a été mise en place pour que justement on puisse se mettre dans les mêmes conditions sur tous les appareils photo, sur tous les boîtiers et qu'on obtienne la même photo finale, qu'on obtienne la même exposition finale. C'est la construction des ISO qui est faite comme ça, c'est-à-dire que c'est voulu, c'est fait exprès. Et par contre en quantité de bruit, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que moi, tout à l'heure, ce que je vous ai montré, j'étais à ISO 400, et à ISO 400, on est sur des faibles valeurs d'ISO, il n'y a pas de souci, on n'a pas de bruit, ok? On est sur une scène bien exposée, il n'y a pas de problème. Par contre, si je commence à vous baisser la lumière, si je commence à mettre avec une lumière, alors j'en éteins une des deux, et je commence à m'éloigner, et je monte dans mes valeurs d'ISO. 3200 ISO, ça commence à être bien plus compliqué niveau bruit, sur le micro 4 tiers que sur le plein format. On monte à 6400, voilà, ça commence à être vraiment plus compliqué sur le micro 4 tiers. Et si je monte encore, vous voyez que là, il n'y a pas photo, quoi. Autant sur le plein format, je vais pouvoir aller à 25600, hein, autant à 25600 sur le micro 4 tiers, c'est juste pas possible, quoi. Sur le micro 4 tiers, on va avoir une image complètement bruitée. Intrinsèquement, en fait, quand je suis à ISO 400 sur mon micro 4 tiers, je suis en équivalence sur mon plein format, en vrai, physiquement, par rapport à la sensibilité physique de mon capteur, je suis en vrai à ISO 1600 déjà sur mon plein format, d'accord? C'est le facteur hein, qu'on a vu tout à l'heure sur la surface, le facteur 4, il se retrouve ici en fait. Quand je suis à ISO 400 sur du micro 4 tiers, je suis en fait déjà à ISO 1600 sur le plein format. Et donc ça se vérifie en fait, ça se vérifie sur mes photos, sur mes vidéos. Je vous ai dit, les vidéos, hein, moi mon micro 4 tiers, il veut pas aller, il me propose même pas d'aller au-dessus de 3200 ISO. Et en fait, 3200 ISO, hein, si je multiplie par 4, vous voyez, bah, ça fait le fameux 12800 ISO. Et moi je vous dis, hein, sur le Canon EOS R6, hein, je vous
montre, je vous remets la vidéo sur la sensibilité. Moi, voilà, 12800 ISO, pas de souci. Je peux même monter à 25600 et 25600 si je reviens en photo. 25600, vous le divisez par 4, et bien ça fait 6400 ISO sur le micro 4 tiers et c'est bien en gros la valeur maximale que je m'autorise vraiment quand je pousse à fond sur le micro 4 tiers. Au maximum sur mon micro 4 tiers, je vais à 6400 ISO. Quand au maximum sur mon plein format, je vais à 26600 ISO. Et donc voilà, ça c'est indéniable, c'est évident. C'est pour ça qu'on charge des capteurs plus grands, c'est pour avoir plus de sensibilité. Et pour comprendre ça d'un point de vue, si vous voulez, plus intelligible, l'image que donne Julien Roy et que donne beaucoup d'autres de la pluie est à mon avis excellente. Vous prenez du coup, vous voyez de la pluie et vous imaginez que la pluie, au lieu d'être des gouttes d'eau qui tombent, c'est des rayons lumineux que vous allez vouloir capter. Et donc en bas de cette pluie, vous allez mettre deux bacs. Vous mettez un bac d'1 mètre par 1 mètre, d'accord, un carré d'1 mètre par 1 mètre, et à côté de ce bac, je mets un carré 2 fois plus grand. Je mets un carré de 2 mètres par 2 mètres, d'accord. Donc 2 mètres par 2 mètres par rapport à 1 mètre par 1 mètre, hein, c'est l'équivalence entre plein format et micro 4 tiers, c'est-à-dire j'ai 1 mètre carré d'un côté et 4 mètres carrés de l'autre côté. Donc j'ai bien 4 fois plus de surface sur mon bac de 2 mètres. Et donc ce bac de 2 mètres, on va dire qu'on s'en fout, hein, il a une hauteur par exemple de 2 mètres, hein, d'accord, mais on va laisser pleuvoir dedans pendant un certain temps. Si vous êtes en Méditerranée comme moi et qu'il y a des grosses intempéries, ça peut aller assez vite. Alors j'exagère beaucoup, mais on va avoir une hauteur d'eau, des précipitations dans les deux bacs. Si vous laissez au même endroit, à côte sous la pluie, on va avoir autant de hauteur d'eau dans les deux bacs. On va avoir par exemple 1 mètre d'eau, pour faire simple, avant que vous ayez 1 mètre d'eau. Si vous avez 1 mètre d'eau, c'est un problème quand même, mais 1 mètre d'eau dans les deux bacs suite à une pluie. Donc là c'est exactement pareil que les rayons, en fait. Vos rayons lumineux, d'accord, ils arrivent de la même façon et vous les captez de la même façon dans vos deux capteurs. Si par contre, au lieu de regarder juste la hauteur d'eau dans vos bacs, vous regardez le volume d'eau dans vos bacs. On a 1 mètre d'eau dans 1 mètre par 1 mètre. Donc on a 1 mètre cube. Et à côté de ça, on a 1 mètre d'eau dans 2 mètres par 2 mètres. Donc dans 4 on a en fait 4 mètres cubes d'eau. Donc on a bien d'un côté 1 mètre cube d'eau face à 4 mètres cubes d'eau. Donc on a bien au final capté, on a bien reçu dans notre bac et donc sur notre capteur 4 fois plus de lumière. Donc voilà, ça c'est physique, c'est optique, c'est la sensibilité du capteur. Plus il est grand, plus il va être sensible, plus il va pouvoir du coup monter dans les ISO. Et ça, moi, c'est vraiment pour ça que j'ai acheté mon plein format. Vous savez, moi j'étais en plein format Sony avant. Je suis passé en micro 4 tiers en particulier pour la stabilisation et pour tout ce qui était justement distance focale, parce que mon 100-400 en micro 4 tiers, ça me permet d'avoir un 200-800 équivalent en plein format. 200-800 en plein format, ça n'existe pas. 800 mm en plein format, c'est énormissime, avec des valeurs d'ouverture d'objectifs qui sont du coup souvent bien moins bonnes que ce que j'ai sur mon 200-800, qui du coup au niveau lumière captée à ISO faible va être du coup meilleur que ce que je peux avoir sur le plein format. Et surtout sur le plein format, je vous dis, ça va être des choses, des brouettes à prendre avec des objectifs grands comme ça, d'accord, des trucs qui font 3 kg et qui sont en plus hors de prix, hein. Dès qu'on commence à être sur des zooms de qualité sur ces plages focales là en plein format, on est, je vous l'ai dit, retournez voir ma précédente vidéo, on est facile sur du 3 fois plus en prix, hein, que sur le micro 4 tiers. Donc voilà, donc ça c'était vraiment les raisons, hein, qui m'ont fait passer qui m'ont fait passer du plein format au micro 4 tiers. Et je vous l'ai dit, hein, c'est pour ça que j'ai pris l'EOS R6. J'avais une vraie limite que je vous ai toujours dit en micro 4 tiers, hein, en venant du plein format, c'est que autant le micro 4 tiers, tant que c'est des scènes immobiles comme du paysage, comme voilà, comme de la nature morte, comme ce que vous voulez, surtout du paysage pour moi, c'est pas très grave ce manque de sensibilité parce qu'on le compense avec l'excellente stabilisation qui nous permet de prendre à main levée des photos avec des temps de pause plus élevés. Et du coup, en fait, on compense notre manque de sensibilité grâce au temps de pause et avec une photo toujours nette grâce au fait qu'on ait une possibilité de rester à main levée jusqu'à, je vous dis, moi j'arrive à aller jusqu'à 5 secondes sans trop de problème. Ok, 10 secondes en étant vraiment en étant un ninja. Donc voilà, c'est énorme, très clairement, c'est vraiment un gros avantage. Le problème, c'est dès que vous avez un sujet qui bouge. Un sujet qui bouge, vous vous mettez à un 50e de seconde, votre sujet qui bouge, votre petite fille comme moi qui bouge tout le temps, et elle est fou. Et du coup là, vous êtes obligé d'avoir un shutter speed à un 400e, un 500e de seconde par exemple, et la seule autre valeur que vous pouvez jouer, à part votre ouverture, mais si on est déjà à f2.8 à f2, et la seule valeur sur laquelle on va pouvoir jouer, c'est les ISO, la sensibilité. Par contre, est-ce que ça veut dire que le capteur plus grand est meilleur? Non, pas forcément. Voilà, c'est vraiment du coup le message de fin de cette vidéo, hein. Comme d'habitude, quand je vous dis toujours, tout le temps, c'est à vous, selon votre utilisation, selon vos goûts, selon votre façon de faire, de vous décider. Pour vraiment vous montrer ça, que c'est vraiment l'usage qui va être le plus important, je réponds à une question qu'on n'arrête pas de continuer à me poser, alors que j'ai déjà répondu plein de fois et je réponds ici, et si je vous envoie d'une autre vidéo, d'un autre commentaire ici, c'est pour vraiment, parce que j'en ai marre de répondre à cette question. Oui, j'ai mon Canon EOS R6, mais oui, je continue à garder à côté mon micro 4 tiers, mon EM1 Mark III, dont je suis extrêmement content, parce que je ne pourrais pas m'en passer à côté de ça pour tout ce que je fais en randonnée, tout ce que je fais quand je vais avoir du reach, quand je
je vais avoir du coup de la portée. Voilà, j'ai deux utilisations distinctes. D'un côté, je vais avoir le micro 4 tiers qui va être exceptionnel pour tout ce qui est randonnée, pour son faible encombrement, pour tout ce qui est stabilisation à main levée et tout ce qui est distance focale où je vais pouvoir avoir gagné beaucoup en reach. Hein, je vous rappelle, hein, 100-400 ça fait 200-800, le fait qu'on ait ce faible encombrement, bah, typiquement moi quand je suis en randonnée, monter sur mon EM1 Mark III c'est mon 1200. 1200 ça fait un équivalent 24-200 en f4 avec une qualité optique assez dingue, un objectif super bien construit. Et voilà, si je voulais avoir la même chose optiquement en plein format, il me faudrait un 24-105, donc 2 fois moins de distance focale maximum. Vous voyez? Donc non, le M1 Mark III, je le garde pour tout ce qui est randonnée, tout ce qui est nature, tout ce qui est filmé par exemple les copains en planche, des choses comme ça quand j'ai besoin d'avoir de la distance, l'animalier. Voilà, dès qu'en fait je suis en extérieur dans des conditions bien éclairées, bien lumineuses, je préfère avoir le micro 4 tiers, donc en particulier en randonnée. En randonnée, du coup, je prends mon petit objectif 30 mm macro, donc un équivalent 60 mm macro. C'est un autre des grands avantages au final de ne pas d'avoir une forte profondeur de champ, donc avoir peu de flou d'arrière-plan. J'ai 4 fois moins de flou d'arrière-plan et je suis très content d'avoir 4 fois moins de flou d'arrière-plan quand je fais de la macro. Parce que vous savez, la macro, quand on se rapproche de notre sujet, hein, le plan focal il est très très faible hein, et du coup on a souvent juste un bout d'œil ou un bout d'antenne net et tout le reste est flou. Et là du coup le micro 4 tiers a un avantage à ce niveau-là, c'est qu'on aura moins de choses floues. Et du coup je préfère faire la macro clairement avec mon micro 4 tiers qu'avec du plein format. J'avais essayé avec le 90 mm macro de chez Sony, à main levée c'est juste impossible. Alors que moi je fais tout à main levée, vous le savez, hein, ça me fait chier de sortir un trépied. Donc du coup le micro 4 tiers pour moi est un gros avantage. Et à côté de ça, je vous le dis, stabilisation de dingue, en particulier en vidéo, mais également en photo. Le M1 Mark III, je vous le rappelle, a les modes assez fous comme le Starry Sky F, faire la mise au point automatique sur les étoiles, c'est ultra pratique quand on fait de l'astro. Il a surtout tout ce qui est filtre ND intégré pour faire des filets, des poses longues directement à main levée sans filtre ND. Ça marche hyper bien sur le terrain. Du coup, je peux avoir mon 7-14 qui ne peut pas prendre de filtre et je fais des poses longues à main levée ou sur trépied, mais en tout cas sans avoir besoin de me trimballer les filtres. Donc voilà, les micro 4 tiers, pour moi, sur le terrain, sur mon usage principal qui est quand même paysage, rando, nature, extérieur, et bien voilà, je peux pas m'en passer. À côté de ça, je fais aussi du portrait sur ma fille, ma famille, mes amis, et souvent là ça va être plutôt en intérieur, dans des conditions d'éclairage assez dégueulasses, et avec des sujets qui peuvent bouger, en particulier ma fille, et dans ce cas-là, je vais préférer très clairement du plein format, mon plein format, qui vraiment s'en sort 1000 fois mieux dans ces conditions-là, et en plus, bon, le R6, hein, je vous l'ai dit, moi bon, je suis très content de sa montée en ISO, mais la stabilisation est franchement très très bonne pour du plein format, donc je peux m'en servir en vidéo, et typiquement si j'allais en ville, si c'est un voyage, bon, le voyage en ce moment, voilà ce que ça donne, mais si j'allais par exemple, si je retournais à New York aujourd'hui, je prendrais pas mon micro 4 tiers, je prendrais mon plein format qui me permet d'avoir voilà, mon 15-35 qui ouvre super bien, qui est sensible, je peux me vlogger avec, il est stabilisé, il est bien, il n'y a pas de souci. Et pour tout ce qui est évidemment portrait, je vais préférer le rendu du plein format où ça va être plus facile d'avoir du flou d'arrière-plan marqué avec le plein format, 4 fois plus facile qu'avec le micro 4 tiers. Donc voilà, c'est des utilisations différentes, du coup il faudra faire des choix, à vous de faire vos choix en fonction de vos préférences, de votre utilisation, et un système n'est pas meilleur ou plus mauvais qu'un autre dans l'ensemble. Il est meilleur ou plus mauvais qu'un autre pour des caractéristiques, pour des données, pour des choses données, pour le prix, pour l'encombrement, pour la stabilisation, pour la distance focale, pour le flux d'arrière-plan, pour la sensibilité. À vous de voir votre utilisation, comment vous faites de la photo, comment vous faites de la vidéo, et à vous évidemment de choisir en fonction de ces critères-là. Mais voilà, cette vidéo c'était vraiment pour débunker tout ça. Oui, quand on prend une photo avec les mêmes réglages entre un micro 4 tiers et un plein format au même endroit à distance focale équivalente, on a exactement la même exposition. Ceux qui vous disent qu'il y a 2 fois plus d'exposition sur les plans format ou 4 fois plus, c'est des grosses conneries, je vous l'ai prouvé. Parce que les ISO sont construits comme ça. Non, on n'a pas le même bokeh et non, quand on se met au même endroit, à même distance, du coup à distance focale équivalente, non, le micro 4 tiers n'a pas autant de flou d'arrière-plan que le plein format. Le micro 4 tiers aura 4 fois moins de flou d'arrière-plan que le plein format. Donc oui, ce sera plus facile de faire du bokeh, de faire des portraits avec du plein format, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas en faire avec le micro 4 tiers. On peut s'éloigner de son sujet, zoomer plus, éloigner son sujet de l'arrière-plan, etc. Évidemment, ça c'est optique, c'est ce que tout photographe doit savoir. Et pour finir, oui, évidemment qu'un capteur plus grand est plus sensible. Et en fait, quand on dit qu'il est plus sensible, ça veut dire que, vu que les ISO c'est normalisé et que tout le monde a les mêmes ISO, ça veut dire que les valeurs d'ISO maximales avec lesquelles on va pouvoir aller sur le plein format sans avoir de bruit, sans avoir de dégradation, vont être 4 fois plus importantes que sur le micro 4 tiers. Voilà, j'espère que tout ça est clair maintenant, j'espère que tout ça vous permet de mieux y voir et de vous dire sur quoi vous voulez partir. Est-ce que vous préférez partir sur le micro 4 tiers, sur du plein format? Je vous rappelle que moi, à mon avis, le micro 4 tiers
malheureusement, je le répète une énième fois, je ne dis pas ça pour qu'il meure, je ne veux pas qu'il meure, j'adore ce système-là, je vous le prouve, j'ai plus d'optique et j'ai plus de boîtiers en micro 4 tiers qu'en plein de format, parce que là, ce qui me filme tout de suite, c'est le M5 Mark III, donc j'ai 2 boîtiers en micro 4 tiers et un boîtier en plein format, j'ai 2 objectifs en plein format, quand j'en ai 1, 2, 3... 4, 5 en micro 4 tiers. Donc voilà, arrêtez de me dire que je veux la mort du micro 4 tiers, je veux pas la mort du micro 4 tiers, mais je pense, vu l'état du marché, vu la fin d'Olympus, on attend toujours ce que ça va donner en 2021, j'ai pas l'impression que Jeep ait tellement envie d'investir plus dans Olympus, on va attendre de voir ce que ça donne, mais j'ai peur que Olympus ce soit fini, over, que ce soit plus distribué ici, mais uniquement au Japon, hein, par exemple, ou que si ce soit distribué, il n'y aura aucune nouvelle innovation. Je vous invite à aller voir la vidéo que je vous avais fait à ce sujet-là. Je vous ferai une autre vidéo pour vous montrer que le plein format est très compétitif niveau prix aujourd'hui et que du coup l'avantage du prix n'est pas forcément si important que ça en fonction des focales qu'on a. En particulier, je suis d'accord avec ceux qui m'ont dit dans la précédente vidéo que le micro 4 tiers était trop cher. Je suis d'accord avec ça. En tout cas, sur les boîtiers, je suis très clairement d'accord avec ça. Donc voilà, donc j'ai malheureusement peur que le micro 4 tiers se casse la gueule. On voit Panasonic développe plein de choses en plein format et on attend toujours le successeur du GH5 ou du G9 qui ont tous les deux le G9, c'est plus de 2 ans voire 3 ans. Le GH5, je crois que c'est 4 ans, un truc comme ça, je sais plus exactement, aller voir ça. Pour moi, ça pue très clairement. Sony a annoncé qu'ils allaient sortir un nouveau capteur. J'espère que ça va peut-être relancer au moins Panasonic là-dedans. On a également Blackmagic de son côté, mais voilà, moi j'ai très peur pour le marché grand public du micro 4 tiers. Ça me désole au moins autant que vous, je pense. Mais voilà, je vous mets en garde. À mon avis, aujourd'hui, si vous vous lancez et que vous n'avez aucun matos, c'est dangereux de partir sur le micro 4 tiers. Et si vous vouliez partir sur le micro 4 tiers, à mon avis, aujourd'hui, je vous conseillerais de partir plutôt sur l'APS-C, qui va avoir moins les avantages que je vous ai donné sur le micro 4 tiers, mais qui va être un entre-deux. On pourra avoir un peu, un peu meilleure sensibilité, un peu moins de riche, un peu moins stabilisation. Mais voilà, partez soit sur du Sony, soit sur du, à mon avis, alors il y en a qui vont dire Canon c'est génial en APS-C, je suis très mitigé là-dessus. Mais voilà, si je devais vous conseiller aujourd'hui de partir sur un nouveau truc, si vous, à la base, vous vouliez partir sur le micro 4 tiers, à moins que vous soyez sûr de vous et que voilà, il n'y a pas de souci sur le fait que ça disparaisse avec vous, mais je vous conseillerais de partir soit sur Fuji, soit sur Sony en APS-C. Moi, très clairement, c'est pas pour ça que je le revends, je vous dis, je continue, et même si ça se crache, je pense que je vais continuer longtemps à l'utiliser, mais il n'empêche que je ne conseillerais pas pour tout ce qui est garantie, tout ce qui est suivi, voilà, c'est problématique. Donc voilà, j'espère que tout ça a pu vous mettre les idées au clair. Si c'est le cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, vous savez, ça fait du bien à la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, et moi je vous dis encore merci d'avoir regardé cette vidéo, et à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, faites des photos, faites des vidéos, portez-vous bien, tout ça. Allez, salut!